Au-dessus des eaux glacées du cercle arctique, près du fjord isolé de Tromsø dans le nord de la Norvège, 30 Lancaster britanniques, pilotés par les meilleurs aviateurs de Grande-Bretagne, plongent en position pour l'une des missions les plus cruciales de leur carrière. Leur cible, le cuirassé allemand Tirpitz, une citadelle flottante monolithique et le joyau de la couronne du Troisième Reich. Reconnu comme une puissance maritime dans toute l'Europe, Hitler le vantait comme la fierté de la marine allemande, tandis que Winston Churchill le surnommait sinistrement la Bête. Pour Churchill, ce mastodonte n'était pas qu'un navire, mais une menace suprême au cœur des Alliés. Cette menace allemande était chargée de garder la Baltique et d'empêcher tout approvisionnement d'atteindre les Soviétiques, maintenant les Alliés divisés. Son existence continue contraignait Churchill à risquer les aviateurs les plus élites de sa nation, dans une tentative de le neutraliser même alors qu'il se cachait dans les eaux du cercle arctique. Pourtant, le Tirpitz n'allait pas être une cible facile. Après avoir enduré plus de 30 attaques alliées de grande envergure, il était toujours vivant, gagnant le titre de cuirassé insubmersible. Cependant, le 12 novembre 1944, l'éclat de la Lune sur le fjord de Tromsø fut éclipsé par les bombardiers Lancaster britanniques. Le bourdonnement distant devint un rugissement assourdissant pour les Allemands à bord du Tirpitz et le long de la côte, alors qu'ils se précipitaient vers leur batterie anti-aérienne. Tandis qu'ils prenaient leur position, le ciel s'embrasa dans une tempête de FLAK et de fureur explosive. Au milieu de ce maelstrom, le Tirpitz faisait face à une force différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Les coques des Lancaster étaient chargées de bombes sismiques de 5400 kg appelées Tallboy, une nouvelle arme d'une puissance terrible. S'il ne pouvait pas couler le Tirpitz, rien ne le pourrait. Après qu'Hitler ait pris les rênes du pouvoir au début des années 1930, il fit plus qu'avancer le réarmement de l'Allemagne. Il poussa sa vision de restaurer toutes les branches militaires, notamment la marine, à leur ancienne gloire. Ce rêve se matérialisa le 1er avril 1939. Avec le croiseur de bataille étincelant Scharnhorst ancré dans la baie de Jade à Wilhelmshaven, le Führer présenta fièrement le chef de la Kriegsmarine Erich Raeder à une assemblée de hauts responsables militaires. Au milieu de la cérémonie pompeuse, Hitler dévoila et supervisa le lancement de la nouvelle couronne de la marine allemande, le cuirassé Tirpitz, navire jumeau du puissant Bismarck, qui avait été lancé quelques mois auparavant. Avec un léger avantage de taille sur sa sœur aînée, le Tirpitz devint instantanément le cuirassé le plus grand et le plus puissant de toute l'Europe. Nommé en l'honneur du grand amiral Alfred von Tirpitz, pilier de la marine du Kaiser de 1898 à 1918, le navire était un clin d'œil à l'âge d'or naval de l'Allemagne. Ces super cuirassés colossaux et révolutionnaires de classe Bismarck étaient un mouvement de défi de l'Allemagne pour affirmer sa puissance contre les marines des autres nations européennes. Conçus par le Troisième Reich et construits par une industrie navale rajeunie, ces navires allaient représenter la riposte de l'Allemagne aux cuirassés français de classe Richelieu de 1935. Les navires français, à leur tour, avaient émergé en réponse aux navires italiens de classe Littorio, conçus pour défier la domination navale du Royaume-Uni. Ainsi, la course navale féroce en Europe ouvrait la voie à un nouveau type de super cuirassé allemand, qui deviendrait un mal de tête tenace pour la France et la Grande-Bretagne. Alors que les flottes européennes devenaient plus grandes et incroyablement plus puissantes, la perspective d'une guerre plus destructrice et brutale que la Grande Guerre poussa les nations à tenter d'arrêter la course en introduisant le traité naval de Washington de 1922. Cet accord cherchait à plafonner le tonnage des navires de guerre. Bien qu'il ait initialement forcé le Bismarck et le Tirpitz à une limite de 35 000 tonnes, les limites du traité s'avérèrent flexibles, s'étirant souvent pour accommoder les intérêts des grandes puissances. Un cas d'école, suite à la sortie du Japon du traité en 1937, le plafond de tonnage s'éleva à 45 000 tonnes, propulsant les nations, y compris l'Allemagne, à renforcer leurs arsenaux navals. Mais le plan d'Hitler pour dominer les mers autour de l'Europe ne s'arrêtait pas à la construction de cuirassés plus grands. Une nouvelle doctrine était nécessaire. Lors de ce même rassemblement de 1939, lui et l'amiral Raeder dévoilèrent le plan Z, un projet pour une puissante Kriegsmarine composée de 10 cuirassés encore plus puissants que le Bismarck et le Tirpitz. 4 porte-avions, 15 cuirassés de poche, un nombre stupéfiant de 250 sous-marins et une flotte de plus de 100 destroyeuses et croiseurs. Bien que la construction de cette force soit estimée pour 1948, sa simple conceptualisation enthousiasmait le Führer avec la possibilité de détrôner la Royal Navy une fois pour toutes. Mais la propre soif de pouvoir d'Hitler vint l'affaiblir.
Au lieu d'attendre 1945 pour lancer sa guerre en Europe comme il l'avait promis au chef de la marine Erich Raeder, il força la Grande-Bretagne et la France dans le conflit dès 1939, ce qui signifiait que l'Allemagne aurait du mal à construire la vaste flotte promise par le plan Z, car la plupart des ressources stratégiques étaient canalisées vers l'effort de guerre. Pourtant, parmi ses rangs, le Bismarck et le Tirpitz étaient toujours parmi les navires les plus destructeurs sur Terre, et on craignait qu'ils jouent un rôle important dans la guerre qui venait de commencer. Bien que n'étant que 2 navires, la simple mention du Tirpitz et du Bismarck évoquait des images de puissance inégalée, avec seulement quelques navires britanniques et français espérant les surpasser en puissance de feu. Leur dominance pouvait changer l'équilibre des forces dans l'Atlantique, menaçant directement les navires navals et marchands alliés. L'Atlantique était la ligne de vie de la Grande-Bretagne, assurant le flux constant de troupes, de fournitures et de ressources, particulièrement des États-Unis. S'ils étaient lâchés sur l'Atlantique, ces 2 navires pouvaient à eux seuls perturber ces voies de transport vitales, compromettant tout l'effort de guerre. Les éviter nécessiterait des détournements massifs et une diversion de ressources. Au-delà de leur valeur matérielle, ces cuirassés symbolisaient l'apogée de la prouesse navale allemande et un rappel constant que l'Allemagne pouvait s'opposer aux Alliés en mer. Les laisser opérationnels serait un énorme boost pour l'Allemagne nazie. Cependant, cibler ces navires de guerre massifs suscita le débat parmi les Alliés. Certains croyaient que se concentrer si intensément sur ces navires pourrait siphonner des ressources d'autres fronts urgents. D'autres soutenaient que la menace immédiate venait des raiders marchands et des sous-marins perturbant les routes commerciales, pas des cuirassés. Finalement, le péril de permettre au Tirpitz et au Bismarck de rôder librement fut jugé trop immense à ignorer. Leur potentiel destructeur et leur importance symbolique galvanisèrent les Alliés pour prioriser leur destruction. Voir les super cuirassés allemands en action ne fit qu'intensifier cette résolution. Le navire jumeau du Tirpitz, le Bismarck, avait déjà démontré sa puissance destructrice en coulant le croiseur de bataille phare britannique HMS Hood. Cette rencontre sinistre souligna la menace potentielle du Tirpitz s'il était laissé libre dans l'Atlantique. Après la tragédie du HMS Hood, le Bismarck devint la cible principale de la flotte britannique. Pendant plusieurs jours, il fit face à une poursuite implacable et une série d'engagements féroces. Alors que les forces britanniques harcelaient le Bismarck, son sort fut scellé quand des avions du porte-avions HMS Ark Royal lancèrent des torpilles qui bloquèrent le gouvernail du Bismarck, lui retirant sa manœuvrabilité. Cela permit aux navires de guerre britanniques, y compris les cuirassés HMS King George V et HMS Rodney, de s'approcher. Le 27 mai 1941, après un bombardement féroce, le Bismarck fut sabordé par son équipage pour éviter la capture et fut envoyé aux profondeurs. Cela marqua une victoire significative pour les Alliés, éliminant une menace majeure à leurs opérations navales atlantiques. Mais sa sœur restait en liberté, et les Alliés savaient maintenant ce qu'elle pouvait faire. Pour Churchill, s'occuper du Tirpitz était profondément personnel. Il était déterminé à couler le Tirpitz aussi décisivement que son jumeau. En témoignage de son obsession, le plus court mémorandum de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale ne comptait que 3 mots. Où est Tirpitz? Adressé au premier lord de la mer, Sir Dudley Pound, le 14 décembre 1942, cette enquête capturait la préoccupation constante de Churchill d'envoyer le formidable cuirassé allemand au fond de l'océan. Les préoccupations de Churchill n'étaient pas infondées. Le Tirpitz était conçu pour inspirer la peur chez ses ennemis. Même vide, il pesait 42 900 tonnes, gonflant à 52 600 tonnes quand prêt au combat. Il était presque aussi long que 3 terrains de football bout à 251 mètres, avec une largeur qui s'étendait plus large qu'un immeuble de 12 étages sur le côté. Le navire était propulsé par une turbine à vapeur rugissante de 217 000 chevaux, alimentée par 12 chaudières surchauffées. Le son tonitruant fendrait l'océan alors que le cuirassé chargeait à 57 km/h. C'était un spectacle redoutable pour tout navire allié et un boost de morale pour les marins de la Kriegsmarine. Mais c'étaient les canons qui en faisaient une menace pour les Alliés. 8 canons de 382 mm, capables de projeter des obus sur plus de 35 km avec facilité. Et ceux-ci n'étaient pas placés au hasard, ils avaient même des noms. Anton et Bruno montèrent la garde à l'avant, tandis que César et Dora tenèrent l'arrière. Ces canons étaient protégés par une coque d'acier, certaines sections épaisses de 360 mm. Les canons étaient forgés pour délivrer une destruction écrasante et encaisser beaucoup de punitions tout en continuant à tirer. Ces armements secondaires étaient également impressionnants, avec des canons de 150 mm,
et encore plus de 105 mm gardant ses flancs. Si des avions osaient approcher, elle avait un essaim de canons anti-aériens, initialement 28, mais plus tard renforcé à un intimidant 58, alors qu'il devenait clair que la RAF allait jeter toute sa puissance contre le cuirassé. Si cela ne suffisait pas, le Tirpitz portait une surprise mortelle, l'hydravion Arado AR-196. Chasseur rapide du ciel, c'était à ses yeux et ses griffes contre les sous-marins tapis. Avec ses modifications finales, il portait des lance-torpilles, prêts à délivrer des frappes sous-marines dévastatrices. Une épaisse ceinture d'acier de 320 mm le ceignait contre les obus ennemis, surmontés de 2 ponts blindés comme des murs de forteresse. Il était au top de gamme concernant les cuirassés, mais il n'était pas invulnérable, surtout aux attaques organisées et combinées. Et c'était justement ce que les Britanniques avaient en tête. Le Tirpitz fut chassé dès le début. Avant qu'il puisse pleinement montrer sa puissance, les Britanniques tentèrent de le couler avant qu'il puisse finir ses essais en mer. Avec la perte de son navire jumeau, le Bismarck, le Tirpitz fut confiné aux eaux stratégiques de Norvège. Une forteresse flottante, ancrée et toujours vigilante, protégée par la terre et un équipage dévoué de plus de 2000 hommes. Mais les Britanniques avaient un atout dans leur manche. Les secrets décodés de la machine Enigma. Ils connaissaient chacun de ses mouvements, et les Allemands ignoraient cette vulnérabilité. Ainsi, les Britanniques étaient prêts quand le Tirpitz rugit à l'action au début de 1942. Dès sa première mission de combat, il serait poursuivi et chassé impitoyablement. Il était le plus grand cuirassé, mais aussi la cible la plus proéminente. Malgré les efforts précoces pour le saboter, le poids total des efforts alliés ne s'abattit sur le Tirpitz qu'après que son potentiel menaçant fut clairement démontré. L'événement qui déclencha cela fut la catastrophe du 2 juillet 1942. La peinture n'avait pas encore séché sur le Tirpitz quand il rôda dans les eaux du nord de la Norvège, aux côtés d'une flotte de navires de guerre allemands, se préparant à tendre une embuscade au convoi allié PQ-17 en route vers l'URSS. Bien que le Tirpitz n'ait pas engagé directement le convoi, sa seule présence suffit à jeter une ombre de terreur au milieu des forces alliées. Quand les Alliés apprirent que le redoutable cuirassé était dans la zone, le commandement allié ordonna au convoi de se disperser, se transformant par inadvertance en proie facile. Les unités aériennes et navales allemandes ne ratèrent pas cette chance et annihilèrent 24 navires alliés. La seule idée du Tirpitz avait mis des bâtons dans les roues de l'opération alliée. Le carnage du convoi PQ-17 fut un rappel sinistre de l'urgence de neutraliser le Tirpitz. Les bombardements aériens précédents de la RAF s'étaient révélés infructueux. Il était clair que de nouvelles tactiques étaient nécessaires. L'amirauté théorisa que la clé pourrait résider dans l'exécution d'un assaut secret et rapproché contre le cuirassé ancré. C'est ainsi que naquit l'opération Title. Cette mission était audacieuse, c'est peu dire. Utilisant des torpilles humaines à 2 hommes, connues sous le nom de chariots, le plan était d'approcher le Tirpitz furtivement et d'attacher des explosifs à sa coque. Dans la nuit du 31 octobre 1942, l'heure était venue. 6 commandos, les meilleurs des meilleurs, s'équipèrent, pour ce qu'ils savaient pourrait être une mission à sens unique. Sous le voile de la nuit, un sous-marin approcha des côtes norvégiennes, glissant devant les sentinelles allemandes. Les hommes et leurs chariots furent déployés dans les eaux glacées, et ils se lancèrent dans leur voyage vers le Tirpitz, perçant l'obscurité complète. Cependant, la mer du Nord imprévisible avait ses propres défis à offrir. Les puissants contre-courants luttèrent avec les chariots, les déviant de leur course. 2 chariots furent perdus dans les courants océaniques, forçant une retraite pour leurs opérateurs. Les autres continuèrent. Mais la mer était implacable. Battus par les courants et avec un équipement potentiellement compromis, ils trouvèrent impossible de fixer les explosifs sur le Tirpitz. Alors que la première lumière de l'aube perçait l'horizon, la sinistre réalité s'installa. La mission était un échec. Épuisés et découragés, les commandos restants abandonnèrent leurs chariots et firent l'épuisante nage de retour vers le sous-marin. Malgré leurs efforts vaillants, le Tirpitz était intact, sa menace plus grande que jamais. À la suite de l'échec malheureux de l'opération Title, le commandement des commandos britanniques resta ferme dans sa croyance qu'une opération secrète était le seul moyen d'abattre le navire colossal. Ils étaient convaincus que l'effondrement de la mission n'était pas dû à un défaut dans la stratégie, mais à des facteurs externes quelque peu incontrôlables. Septembre 1943 marqua le début de l'opération Source, une tentative renouvelée d'incapaciter le Tirpitz via une opération commando. Cette fois, les agents britanniques prirent la mer avec 6 sous-marins de poche de classe X, chacun chargé de charges latérales, explosives, conçues pour paralyser l'emblématique cuirassé,
et d'autres navires allemands proéminents en Norvège. Le défi était monumental. La taille minuscule de ces sous-marins ne diminuait en rien les dangers affrontés par leurs équipages intrépides. D'éviter les défenses anti-sous-marines allemandes à naviguer dans la topographie sous-marine norvégienne traîtresse, ces hommes étaient partis pour une épreuve épuisante. Des 6 commandos originaux, seulement la moitié atteignit leur cible. Pourtant, ce furent X6 et X7 qui gravèrent leur nom dans l'histoire quand l'infiltrateur réussit à planter leurs explosifs sur la coque extérieure du Tirpitz. L'explosion qui suivit déchira le ventre du cuirassé, éventrant les réservoirs de carburant, pliant les cloisons étanches et induisant une inondation qui vit des milliers de tonnes d'eau se précipiter dans le navire. Les conséquences furent catastrophiques. Les générateurs furent rendus inutiles, la tourelle d'Ora fut délogée de ses roulements, et les hydravions de reconnaissance du navire gisaient en ruine. L'opération avait été un succès massif. Le supercuirassé allemand avait été paralysé, mais pas détruit. Néanmoins, les dégâts étendus signifiant que le Tirpitz serait hors de la guerre pendant plusieurs mois au moins. Mais il y avait un lourd tribut à payer. Le sort de X5 reste enveloppé de mystère. X6, après avoir exécuté sa part de la mission, fut forcé d'émerger, résultant en la capture de son équipage. Ce fut le même cas pour X7. La bonne nouvelle était que l'aura d'invincibilité du Tirpitz avait été brisée, préparant la scène pour des opérations encore plus audacieuses et explosives pour l'effacer de la surface de la Terre. En avril 1944, alors qu'ils évaluaient leurs efforts échoués précédents pour couler le Tirpitz, les Alliés pivotèrent décisivement leur tactique avec l'opération Tungsten. Attaqués par en dessous, les vagues n'avaient pas marché. Maintenant, ils frapperaient depuis le ciel. Depuis les ponts des porte-avions de flotte, des vagues d'avions déchaînèrent la destruction sur le Tirpitz, stationné dans le froid mordant du Kåfjord, en Norvège. Le raid fut chaotique et intense, mais pas décisif. L'assaut laissa le navire marqué et blessé, sa superstructure montrant des preuves claires de l'assaut brutal. Pourtant, le Tirpitz refusa d'être vaincu. Les mois qui suivirent virent les Alliés persister avec une détermination inébranlable. L'opération Mascot fut rapidement suivie par les coups de marteau implacables des opérations Goodwood. La directive était sans ambiguïté, rendre le Tirpitz impuissant. S'il ne peut être détruit, le garder acculé et inutile aux Allemands. Mais les forces allemandes n'allaient pas laisser leur symbole de domination navale être détruit, utilisant des écrans de fumée trompeurs, des barrages de tirs anti-aériens incessants, et la traîtrise naturelle des eaux norvégiennes créa une forteresse autour du cuirassé qui n'était pas facile à percer. Les Allemands égalaient l'agression des Alliés coup pour coup à chaque tournant. La RAF essaya encore et encore, mais ils portaient des dizaines de coups dévastateurs à chaque fois, mais peinaient à porter le coup de grâce. Leurs munitions semblaient manquer de la puissance brute pour percer les défenses du titan naval. Septembre apporta une nouvelle arme puissante aux Alliés qui pourrait juste être le dernier clou du cercueil du Tirpitz. L'opération Paravan utiliserait la bombe Tallboy, le chef-d'œuvre terrifiant de Barnes Wallis. Cet engin monstrueux de 5400 kg était plus qu'un simple explosif. Il était conçu pour une pénétration profonde pour forer au cœur même de ses cibles. Qualifié de bombe sismique, ses capacités étaient inégalées. Il était conçu pour plonger profondément, brisant les défenses robustes et les ponts blindés des navires de guerre comme le Tirpitz. L'explosion et l'onde de choc résultante, même sans coup direct, pouvaient infliger des dégâts structurels catastrophiques. Le 15 septembre, dans un raid audacieux depuis Yagodnik, en Russie, 23 Lancaster, armés de Tallboy, prirent d'assaut les cieux norvégiens. Malgré faire face à des défenses intimidantes et un temps brutal, une bombe accomplit son but mortel. Elle fora à travers le Tirpitz, détonna en dessous et déchaîna un maelstrom infernal de l'intérieur. Les conséquences furent un chaos total. Alors que son équipage luttait pour le maintenir à flot, le cuirassé massif fut sévèrement endommagé, avec sa vitesse et sa manœuvrabilité entravées. Des efforts allemands désespérés et coordonnés pour sauver le navire se déployèrent. Il leur faudrait presque un mois de réparation sur site pour permettre au navire énorme de se déplacer vers le sud à Tromsø pour des réparations plus approfondies. La bête était écrasée et agonisante, mais elle n'était pas encore morte. Malgré les échecs, les Alliés avaient maintenant une chose claire. Ce serait une attaque aérienne qui coulerait le Tirpitz. La prouesse des bombes Tallboy était évidente. Avec un temps favorable, elles avaient la puissance pure pour déchiqueter le navire capital allemand en néant. Nichés profondément dans l'étreinte protectrice du fjord de Tromsø, les Allemands espéraient,
qu'ils pourraient garder le navire de guerre assez loin de la surveillance de la RAF, assez longtemps pour le ramener à sa gloire d'antan. Mais les Alliés, équipés du code Enigma décrypté, suivaient chaque mouvement du cuirassé. Maintenant, armés de motifs, de moyens et de connaissances, la partie finale pour le Tirpitz fut mise en mouvement. L'opération Catéchisme fut lancée le 12 novembre 1944. 30 Lancaster, sous la direction des commandants d'escadre J.B. Willey et Ella Williams, déchirèrent sur les cieux depuis l'Écosse. Manœuvrant avec précision, ils évitèrent la détection radar jusqu'à ce que la bête qu'ils chassaient entre en vue. Puis, dans un plongeon rapide et à couper le souffle, les bombardiers piquèrent, prenant les Allemands au dépourvu. Frénétiques, les marins de la Kriegsmarine se dépêchèrent de demander un soutien aérien de la base de la Luftwaffe de Bardufoss. Mais la chance n'était pas de leur côté. Il n'y eut pas de réponse de la Luftwaffe, et aucun pilote allemand ne volerait ce jour-là. Il pouvait être blessé et affaibli, mais le Tirpitz n'allait pas tomber sans se battre. Ses canons anti-aériens rugirent, soutenus par l'artillerie basée à terre, essayant d'abattre les Lancaster du ciel. Le flak illumina l'horizon, une danse mortelle alors que le raid atteignait son apogée. À 9h35, le Tirpitz tourna ses canons de 380 mm sur les Lancaster dans un mouvement désespéré. L'artillerie du navire réussit à disperser l'assaut, bien que brièvement, mais le barrage implacable continua. Et puis, le moment de vérité. 32, Lancaster des escadrons d'élite, numéro 9 et 617, déchaînèrent une tempête de 29 tallboys. Au milieu de la tempête de feu, 2 bombes trouvèrent sur leur marque, et une autre tomba dangereusement près. Les eaux bouillonnèrent violemment, et les détonations assourdissantes fendirent l'air. Les bombes plurent autour de la fierté de la Kriegsmarine. Beaucoup s'encastrèrent dans le fond marin, oblitérant des morceaux du banc de sable qui agissait comme berceau protecteur du Tirpitz contre le chavirement. Un des tallboys s'écrasa à travers le pont entre les tourelles Anton et Bruno, mais ne détona pas. Un autre frappa au milieu du navire, creusant une blessure béante entre la catapulte d'avion et la cheminée. Le blindage de ceinture adjacent à l'impact fut oblitéré. Certains rapports décrivent une 3e bombe effleurant le côté bâbord de la tourelle César. Le Tirpitz s'était déchiré en morceaux, mais il continuait à riposter contre ses attaquants. Puis tout devint blanc, dans un flash aveuglant. Une épaisse colonne de fumée s'éleva à plus de 100 mètres au-dessus du navire. Les soutes du navire avaient détonné. Le navire, autrefois insubmersible, était brisé, et privé d'énergie, il cessa finalement de se battre. À peine 10 minutes après l'explosion, le Tirpitz pencha grotesquement à 60 degrés. C'était l'heure. Les hommes commencèrent à se déverser dehors, tentant de fuir le géant blessé alors qu'il succombait aux eaux. La scène était brutale. Environ 100 marins nageant vers la rive furent pris dans l'explosion enflammée d'une des tourelles du Tirpitz. De l'équipage original de 1200 âmes, seulement 82 survécurent au navire qui coulait, grâce à une unité de secours de dernière minute qui perça la coque, les arrachant d'une tombe aquatique. Dans les conséquences, les doigts pointèrent directement vers la Luftwaffe. Leur défense abyssale du Tirpitz déclencha la rage. Le major Heinrich Erler du 3e Jagdgeschwader 5 devint le bouc émissaire, accusé de négliger les appels à l'aide de la Kriegsmarine. Son procès à Oslo fut marqué par des murmures glaçants d'exécution. Néanmoins, il fut frappé d'une sentence de 3 ans, et un simple mois le vit libre, bien que rétrogradé, et poussé dans un escadron de Me 262 de retour en Allemagne. Des enquêtes ultérieures souligneraient un laps tragique dans la communication entre la Kriegsmarine et la Luftwaffe, scellant le sort du Tirpitz ce jour-là. Les restes squelettiques du Tirpitz persistèrent sur place pendant des années après la guerre, jusqu'à ce que les efforts de récupération germano-norvégiens sauvent la plupart des restes de 1948 à 1957. L'héritage du cuirassé Tirpitz offre une exploration profonde des subtilités de la guerre psychologique et de l'importance stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les Allemands, le Tirpitz se dressait comme un emblème de prouesse navale inégalée, une citadelle flottante qui mettait en péril la suprématie maritime des Alliés. Bien que, rétrospectivement, le navire n'ait participé qu'à un combat direct limité, sa présence menaçante dans les eaux norvégiennes contraignit les Britanniques à réallouer de vastes ressources, incluant navires, avions et main-d'œuvre, uniquement pour le tenir en échec. Cette stratégie de flotte en puissance soulignait comment, même sans engagement actif, le Tirpitz façonnait profondément les tactiques navales britanniques.
la puissance physique du navire de guerre pâlissait en comparaison de son pouvoir symbolique. La seule pensée de l'un des navires de guerre les plus imposants au monde sous le commandement du Troisième Reich, prêt à déchaîner la destruction dans l'Atlantique, était assez forte pour redéfinir le paysage stratégique de la guerre. Les tentatives implacables pour neutraliser le Tirpitz, que ce soit par des sorties de bombardement, des mini-sous-marins furtifs ou d'autres méthodes audacieuses, soulignent la profondeur de l'inquiétude britannique. La menace du navire en tant qu'idée était, à bien des égards, encore plus redoutable que ces énormes canons de 380 mm. Le naufrage fatidique du Tirpitz en novembre 1944 fit plus qu'éliminer une menace imminente. Pour les Allemands, ce fut un coup psychologique écrasant, révélant brutalement que même leur joyau naval de couronnement n'était pas hors de portée de la destruction. Pour les Alliés, cette victoire monumentale montra leur capacité aérienne naissante et les mesures extraordinaires qu'ils entreprendraient pour neutraliser les menaces cruciales. La disparition du Tirpitz allégea le fardeau sur les flottes alliées, permettant une concentration plus nette sur le front principal de la guerre. De plus, cela renforça la suprématie britannique dans l'Atlantique Nord, assurant le passage sûr des convois arctiques vers l'URSS et reconnectant les deux fronts de la guerre en Europe. Plus largement, le naufrage du Tirpitz symbolisait le déclin de la puissance de l'Allemagne nazie, envoyant un message sans équivoque. L'élan de la guerre s'était déplacé vers les Alliés. Au-delà du naufrage de la superstructure d'acier, l'idée que représentait le Tirpitz disparut sous les vagues, annonçant la fin non seulement de l'Allemagne nazie, mais aussi de l'ère illustre des cuirassés.